Super, donc bonne rentrée. Content de vous voir. Et donc, comme l'a dit Valérie juste à l'instant, on est à la page 164. On a presque fini. Oh là là. Et donc, on parlait de quoi alors dans ces pages-là? Vous vous souvenez? Ou ça fait trop longtemps? Bah, Bah, pardon, des vas-y, divisions vas-y. tripartites. Oui, des divisions tripartites, exactement. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est marqué en haut de la page de droite. Oui, ça Et donc, aide. c'était quoi ces divisions tripartites? C'était les cognitions conceptuelles erronées, les Oui. cognitions non conceptuelles non erronées, les cognitions non conceptuelles erronées. Waouh, magnifique. C'est Mm, super. C'est un très bon résumé, ouais. Ouais, mm, soit on a une cognition qui est conceptuelle et erronée, donc toutes nos consciences conceptuelles qui sont en accord avec la réalité sont en effet conceptuelles et sont de toute façon erronées, même si elles réalisent leur objet, par exemple les inférences. Et on a les non conceptuelles non erronées, donc les perceptions directes, et en mhm, effet les non conceptuelles erronées. Ouais, donc c'est celles qui ont la claire apparence d'un non-existant. Et après, la Rinpoché s'est posé la question, est-ce que quand un yogi, par exemple, visualise tout comme étant fait d'eau ou tout comme étant empli de cadavres, de squelettes, etc., et qu'après, ça apparaît naturellement sans que cette personne visualise, est-ce que c'est une cognition fausse ou pas? Ouais, parce que c'est issu de la méditation. Si c'est issu de la méditation, tous les Bouddhas doivent avoir cela dans leur continuum. mm, Et donc, si c'est une cognition fausse, comment est-ce qu'un Bouddha peut avoir une cognition fausse dans son continuum? mm, Et si ce n'est pas une cognition fausse, comment est-ce que chez les Sautrantika, on peut trahir cette loi qui dit que si on a une cognition non conceptuelle erronée, elle est nécessairement fausse? Dans ce cas-là, ça voudrait dire, ah ben non, pas nécessairement. Donc, ce serait d'un côté comme de l'autre, ça cloche. Donc, on est dans cette discussion-là et je crois qu'on était au milieu de la page 164, c'est ça, non? Ou au début? Je sais pas. Je crois qu'on Bon, comptait, non? ouais, on peut reprendre le paragraphe, un certain sutra, si vous voulez. mm. Ouais. Oui. Un certain sutra semble aussi indiquer que de telles absorptions méditatives sont erronées. Donc, si c'est le Bouddha qui le dit en plus. Ainsi, en tenant compte de ces sources, il semblerait que ces absorptions méditatives sur le répulsif, l'élément terre, etc., doivent être considérées comme des cognitions avec un S, non conceptuelles, erronées. Ok, des conditions non conceptuelles erronées, donc ça voudrait dire des cognitions fausses. Mm, Ici, quand nous enseignons les cognitions valides, nous parlons surtout du point de vue du système Sautrantika, ouais, ça vous l'avez bien compris. Sautrantika qui suit le raisonnement, ouais, à la suite des traités de Acharya Dharmakirti en particulier, pour lequel les cognitions non conceptuelles erronées et les cognitions non conceptuelles fausses sont synonymes. C'est une autre façon de dire la même chose. Cognition non conceptuelle erronée et cognition fausse non conceptuelle, ce serait pareil, ouais, pour les autres antiquats qui suivent le raisonnement. De sorte que si l'on est prêt à dire que ces absorptions méditatives sont erronées, et donc non conceptuelles aussi, il faut ensuite accepter qu'elles soient fausses. Si on suit vraiment la ligne directrice du Sautrantika, mm, on est obligé d'accepter ça. mm, Mais, parce que c'est jamais clair et net, mais dans le Madhyamaka Avatara, ouais, Acharya Chandrakirti dit que ces absorptions méditatives sur le répulsif, l'élémentaire, etc., sont des cognitions qui prennent pour objet quelque chose d'irréel, une entité irréelle, ouais, dans le but spécifique de contrecarrer l'attachement, par exemple. De sorte que lorsqu'ils enseignent le Madhyamaka, les enseignants disent en général que ces absorptions méditatives ne sont pas des cognitions fausses, mais simplement des applications mentales sur l'irréel. Ok. Et donc, en plus, pour le Madhyamaka, tout est irréel d'une certaine manière, en plus. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas trop de distinction de ce point de vue-là. OK? Toute conscience, qui est une cognition non conceptuelle fausse, est aussi une cognition qui surimpose. Ouais, vous vous souvenez de ce que ça veut dire, une surimposition, à peu près? Ouais, on l'avait Bah, vu dans une cognition infaillible ou qui réalise son objet. On avait parlé des surimpositions, non? c'est quand on met des choses qui n'existent pas, en fait. On rajoute des éléments, en fait. Oui, exactement. Littéralement, en tibétain, Jondok.
Pour surimposition, ça veut dire remplumer, ça veut dire Mhm. rembourrer, ça veut dire rajouter des trucs. Exactement. Donc, en effet, une surimposition, c'est quand on surajoute quelque chose qui n'était pas là. Exactement. Ouais. Donc, il y a aussi un type de surimposition qui est le contraire, où on dénie l'existence de ce qui existe. Ouais, là, dans ce cas-là, c'est une autre forme de surimposition, mais en général, en effet, c'est surajouter quelque chose. Ouais. Ah, mais Donc, ouais. le déni, c'est une surimposition alors. Oui, d'une certaine manière, quand on Ouais, a euh, souvent, on a les deux, on a en tibétain, on a Jondok et Kurtep. On a le fait de surimposer et le fait de dénigrer. Par exemple, hum, dans les vues fausses, quand on parle des vues fausses, on peut soit accepter l'existence du Père Noël, hum, soit dénier l'existence du karma. hum, hum, Ouais. Et donc, dans les deux cas, notre conscience est en désaccord vis-à-vis de la réalité. Et donc, si elle est en désaccord, elle a des surimpositions. hum, Mais hum, c'est vrai que dans le cas de dénier l'existence du karma, c'est une dépréciation, c'est une dénégation. Ouais, hum, très bien, très bien, très bien. Et donc, oui, souvent, on l'appellera autrement, on l'appellera Kultep en tibétain ou Apavada en sanskrit. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, si cela est accepté, il faut admettre que le Bouddha, qui a abandonné tout ce qui doit l'être, ne peut pas contenir en son continuum ces genres de méditation sur le répulsif, l'élémentaire, l'élément eau, etc. Mais c'est pourtant le cas puisqu'il est le roi des yogis. Si si le Bouddha doit nécessairement réaliser tout ce qu'il faut être réalisé sur les voies, il a nécessairement réalisé ses absorptions méditatives. hum, Ouais. Et donc pour lui, la terre tout entière apparaît comme si elle était remplie de cadavres, etc., etc. Et en même temps, la terre lui apparaît comme si elle était faite d'eau, etc. Donc dans son continuum, il y a toutes les absorptions méditatives, sans aucune exception. Ça veut hum. dire qu'il les a pas effacées, en fait. Elles sont là tout le temps. Tout ce que Oui, tu as fait, c'est, enfin, au niveau méditatif ou tout? ben, il semble que tout ce qui relève des sagesses issues de la méditation, tout ce qui est associé à la méditation, doit faire partie des voies. Ce ne sont pas des objets d'abandon. Et donc, ça veut dire que le Bouddha doit les considérer, doit les avoir dans son continuum. Mais en effet, ça peut poser question parce que d'un côté, il percevrait tout comme étant fait de terre, l'élémentaire, parce que c'est aussi l'un des éléments sur lesquels on peut méditer. Tout est fait de terre. Et en même temps, il perçoit tout comme étant fait d'eau. Or, les deux sont contradictoires. Ouais, donc c'est ça qui peut poser question. Il a des cognitions qui sont contradictoires. Ah oui, il fait les deux en même temps, oui, ok. Normalement, oui. Si ce que dit la Rinpoche est en effet accepté, si le fait qu'un Bouddha doit avoir dans son continuum toutes les absorptions méditatives, puisqu'il est le roi des yogis, et non, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a toutes ces apparences qui se manifestent à son esprit. Mais en même temps, en effet, euh, ça, on peut se dire que c'est déjà accepté d'une certaine manière quand on dit qu'un Bouddha, il a deux sagesses primordiales. Une sagesse qui réalise la diversité, donc les vérités conventionnelles, et une sagesse qui réalise la vérité ultime. Or, ces deux sont contradictoires aussi. Donc ça, c'est déjà accepté de toute façon d'une manière très générale chez Hum, les Bouddhas. Ils ont des cognitions qui sont contradictoires. Ouais, en même temps. Alors que nous, on alterne. En tout cas, pour les êtres qui ne sont pas des Bouddhas, qui sont des Aryas, soit ils réalisent la vérité ultime directement, soit ils réalisent une vérité conventionnelle ou les vérités conventionnelles directement, mais pas les deux en même temps. Ouais. Mais en effet, si on dit qu'un yogi, un bodhisattva, par exemple, les bodhisattvas, ils doivent posséder toutes les absorptions méditatives pour pouvoir les enseigner aux êtres s'ils en ont besoin. Et donc, un Bouddha doit aussi avoir de cela dans son continuum, parce que c'est le roi des yogis. Donc, c'est vrai que ça peut poser question. Ouais. C'est là où souvent ils disent que le mode de perception d'un Bouddha est vraiment inconcevable pour nous. C'est un petit ouais. peu une autre façon de dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Mhm. Ok. Et donc, c'est à cause de cette difficulté que de nombreuses personnes ont admis que les arguments en faveur d'une telle position, comme on la trouve dans le Sutra, ou chez Acharya Dharmakirti ou Gelugje, doivent être interprétés, ouais, quand ils disent que c'est des cognitions erronées, et non acceptées littéralement. Ouais, il faut se dire, bah, dans le Sutra, le Bouddha, on le sait que le Bouddha, il ne dit pas tout à tout le monde. Ouais. Il ne dit pas tout à tout le monde. Il y a des enseignements qui pourraient être délétères pour certains étudiants. Et donc, c'est pourquoi il ne dit pas tout à tout le monde. Il le dit lui-même dans le Simsapa Sutta.
où il est dans une clairière entourée de nombreux arbres et il prend une poignée de feuilles de ces arbres, les simsapa. Il demande à ses étudiants, à ses disciples, il leur dit, que vous pensez qu'il y a plus de feuilles dans la forêt ou plus de feuilles dans ma main? Donc forcément, les étudiants disent, oh, le Bouddha, c'est dans la forêt qu'il y a plus de feuilles. Il dit, bah, ce que je vous enseigne, c'est la même chose. C'est équivalent au nombre de feuilles que j'ai dans la main, parce que c'est ce qui vous est utile par rapport à ce que je connais, qui est semblable au nombre de feuilles qui sont dans la forêt. Ouais. Mhm. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha ne donne pas tout à tout le monde. Il enseigne de manière progressive, mais ça, bah, tous les profs le savent, hein. On ne peut pas enseigner la poésie avant de commencer l'alphabet. On doit commencer l'alphabet, puis la grammaire, etc. Ouais. Mhm. Ok, très bien, très bien. Très bien. Et donc, pour eux, ces absorptions méditatives ont une claire apparence d'un non-existant. Eux, ils ont mis entre crochets d'une chose existante, mais une chose inexistante, pardon. Mais une chose, c'est un impermanent. Donc, en général, ça peut confusionner les choses. Donc, c'est mieux de mettre la claire apparence d'un non-existant, ouais. Mais ne sont ni erronées ni fausses, puisque les yogis qui s'engagent dans leur pratique avec une intention précise ne sont pas affectés par des causes d'erreur, fussent-elles profondes ou superficielles. Et donc, ces gens en concluent que toutes les cognitions qui ont pour objet une claire apparence d'un monde existant ne sont pas erronées. Elles ne sont pas toutes erronées. Ouais, si par exemple, on confond une brindille avec un ver de terre, là, en effet, on voit un ver de terre où il n'y en a pas. Donc, on a la claire apparence d'un non existant, là, c'est erroné, c'est faux. Mhm. Mais si c'est issu de la méditation avec une intention précise pour cultiver le détachement, le renoncement, etc., dans ce cas-là, beaucoup de gens diront non, ce n'est pas non erroné. Excusez-moi, ce n'est pas erroné, c'est non erroné. Ouais, ok, très bien, très bien. Et non, oui. Je pensais à un truc parce que l'autre jour, j'ai une grosse, grosse limace qui était bien tigrée sur ma terrasse et j'ai pris pour un serpent. Et mon premier réflexe, c'était, ah, j'ai confondu la limace avec la corde. Et pas que j'ai confondu avec les... À force de parler, Oui, j'ai confondu la limace avec la corde. C'est ça et que... toi, tu voulais dire le serpent? Oui, non, mais en fait, mon cerveau a fait, j'ai confondu la limace avec la corde. D'accord. J'ai accouché, ah bah oui, ouais, bref. Et donc, en effet, parfois, on peut, quand on fait un lapsus, quand on fait un lapsus, peut-être que ouais, c'est un acte manqué, peut-être que c'est plus, c'est moins réfléchi, mais en même temps, quand on perçoit un truc à la place d'un autre, c'est pareil, c'est pas réfléchi, c'est automatique, et donc c'est une Ouais, erreur, en ouais. effet. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça veut dire que les textes, entrent dans ton esprit. Génial. Eh ben, c'est super. Et donc, en effet, on peut avoir beaucoup d'actes manqués comme ça, où on a des cognitions fausses. Et ensuite, on se dit, ah bah non, c'était pas une brindille, ah bah non, c'était pas une corde, etc. Ouais. Très bien. Donc, dans la phrase qui vient après, moi, je mettrais différemment, au lieu de le mettre à la fin, je le mettrais au début. Sinon, ça fait un peu bizarre. Je mettrais d'autres contournent différemment le problème d'avoir à soutenir qu'un Bouddha ne saurait avoir de telles absorptions méditatives. Ouais, si on met différemment à la fin, on se demande comment c'est formulé. Mais c'est pas très grave. Très bien, donc d'autres contournent différemment le problème d'avoir à soutenir qu'un Bouddha ne saurait avoir de telles absorptions méditatives. Ils acceptent les positions explicites du sutra, l'Acharya Dharmakirti de Kedugje, littéralement, à savoir que ces absorptions méditatives sont des conditions erronées et donc fausses, mais ils disent aussi que cela n'implique pas qu'elles soient des conditions qui surimposent. Ouais. Donc là, ils font une distinction très raffinée en disant qu'il peut y avoir une cognition erronée, mais ça ne veut pas dire que ce soit une cognition qui surimpose. Ce n'est pas nécessairement une surimposition, parce qu'une surimposition est en désaccord avec la réalité. Ouais, donc dans ce cas-là, en général, c'est plutôt une cognition fausse. Mais certains vont dire, OK, on accepte que le sutra qui dit que, en effet, c'est erroné, que Acharya Dharmakirti dit c'est erroné, Kedogye aussi, mais on va dire, OK, ils ont raison de dire que c'est erroné, mais ces cognitions ne surimposent pas, malgré tout. OK, donc c'est une façon de contourner le problème. Donc, toute cognition erronée ou fausse affectée par une cause d'erreur superficielle ou profonde est bien une cognition qui surimpose, mais les absorptions méditatives n'en font pas partie. Elles sont cultivées sans être affectées par des causes d'erreur et dans un but précis. Voilà, c'est pour cultiver le renoncement et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir pris des vœux monastiques pour développer le renoncement et pour être
un petit peu plus tranquille par rapport à nos obsessions. Et donc, on peut aussi pratiquer toutes ces absorptions pour essayer d'être plus paisible. Ouais. Et donc, c'est pourquoi elles ne sont pas des cognitions qui surimposent et ne sont pas des objets d'abandon. OK, parce que normalement, toute cognition qui surimpose doit être un objet d'abandon. Ouais, dans les divisions septuples, il y a des cognitions qui doivent être mises de côté et d'autres qui doivent être développées, ouais, comme vous le savez. Or, ici, celles qui sont la claire apparence de non existants, mais qui sont issues de la méditation, celles-ci ne sont pas des objets d'abandon. OK. Dans le même registre, il existe trois sortes de générations de l'esprit d'éveil. Ouais, Chitotpada en sanskrit ou Semkye en tibétain. Ouais, dans le Mahayana. Et donc, analogue au passeur, au berger ou au roi. Ça, vous connaissez par cœur. C'est quoi le passeur? C'est celui qui fait passer tout le monde dans l'éveil avant soi, en fait. C'est par rapport à l'éveil, en fait. C'est... Mhm. Non, Oui. c'est pas ça? Le passeur, il est dans le même bateau que les passagers, ouais. Mhm. Hein. Ouais. Et donc, est-ce que le passeur touche l'autre rive après, avant ou Après, il les pendant? fait passer d'abord après. Enfin, il fait d'abord passer avant et lui en dernier. Ouais, Ouais. Ok. il me Donc là, semble. dans ce cas-là, c'est un passeur qui a un double métier, qui est berger aussi. Ouais. Alors, les bergers, il fait passer les moutons avant. Donc, Voilà. ben alors, avant, alors. Il les fait Ouais. passer. Il En est même d'abord temps. lui et puis, je sais pas. C'est pas Ouais. ça, pour moi, c'est en même temps. Ouais. Le berger, c'est qui fait passer le mouton avant, et le roi, c'est lui qui passe avant, et puis pareil, il fait suivre Ah, les... tu as raison. Oui. Ouais, c'est Et comme ça, je... le passeur, il est dans le même bateau, ouais, Oui. exactement. Ouais, donc il touche l'autre rive en même temps que les autres passagers, non? Ça paraît quand même fou parce que ça voudrait dire qu'on soit tous au même niveau. Enfin, je veux dire, Oui, c'est exactement, c'est aberrant. complètement Enfin, dingue. Bah, il fait en sorte qu'on soit tous au même niveau. C'est ça, en fait, c'est son oui, aspiration d'être au même niveau, que tout le monde est pareil, l'équanimité. Pour moi, c'est vraiment aussi une expression de l'équanimité aussi. Oui, D'amener tout le monde est avec moi, c'est ça. Je trouve, enfin, en tas d'esprit, je trouve que c'est génial, quoi. oui, l'état d'esprit est magnifique, mais n'est pas réaliste. Ah ouais, ouais. Ouais, parce qu'en effet, c'est ce que dit la Télimpotier dans la suite du texte. Il dit que ce sont euh, des vœux irréalisables. Ouais. Les bodhisattvas formulent des vœux irréalisables. Et là, d'ailleurs, oui, pardon, d'ailleurs, le Bouddha aurait pu être un passeur, on serait ça tous aurait été éveillés. génial. Non, mais si on avait cette optique-là, si c'était vrai, il, Oui, si il- c'était possible. il nous aurait attendus. Exactement. Exactement. Oui, ou il aurait même pu obtenir l'éveil après nous. Et Oui, donc, comment est-ce qu'on aurait pu obtenir l'éveil puisque aucun Bouddha ne nous aurait enseigné? oui, effectivement. Donc, en effet, il y a plein d'incohérences logiques dans le fait d'accepter les deux premières, celle du berger et celle du passeur. Ouais, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que la personne obtient de toute façon l'éveil avant les autres pour pouvoir leur enseigner, en fonction de son expérience, en fonction de sa connaissance omnisciente, etc. Donc, en fait, c'est une façon de s'entraîner, une façon de cultiver une force intérieure. C'est d'autant plus beau de se dire, puissent tous les êtres obtenir l'éveil le plus rapidement possible, Exact. même si moi je passe après. C'est d'autant plus beau, d'autant plus puissant. Et je crois que c'est dans le Mahayana Sutraramkara, il faudrait vérifier, que Arya Maitreya dit que normalement, une ère cosmique incommensurable en moins est passée par un bodhisattva euh, oui, je crois que c'est ce qu'il dit. Il dit que si la personne a l'attitude du roi, il y a trois ères cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil. Si la personne a l'attitude du berger, ce n'est plus qu'une ère cosmique incommensurable. Donc la personne obtient l'éveil plus rapidement. Donc ce qui se passe dans les faits, c'est de toute façon l'attitude du roi. En réalité, ce qui se passe, c'est toujours l'attitude du roi. J'essaierai de retrouver cette citation du Mahayana Sutralamkara. Très bien. Et donc, en Mais effet, c'est pour fortifier l'esprit, ouais. ben, pour moi, dans la vie, non, pas là, je parle vraiment de la vie courante, relative et tout ça, mais j'aimais dit de temps en temps de me mettre dans les rôles d'un berger ou dans le rôle d'un passeur. Enfin, ça dépend de la situation dans la vie aussi. Je veux dire, si c'est Oui. appliqué à notre vie quotidienne. Et de temps en temps, je pense qu'il faut jongler sur le toit, quoi, dans la vie quotidienne. Après, effectivement, dans l'absolu, c'est autre chose, quoi. Mais de temps en temps, avoir cette idée en tête, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Exactement. Ouais, de se dire, en effet. euh, Personnellement, moi, je trouve la plus belle, c'est celle du berger, parce que c'est vraiment celle qui est la plus
Se dire, puissent tous les êtres obtenir Mm. l'éveil le plus rapidement possible, même si je passe après, c'est pas grave, mais vraiment, c'est un sentiment d'urgence, on ressent ce sentiment d'urgence. Mm. Et ça, on peut avoir cette attitude quand on sort du bus ou de l'avion, etc. On peut laisser les autres Exact. d'abord descendre. Oui, mais de notre côté, il faut être bien soi-même. Donc, il faut avoir soi-même énormément évolué pour avoir cette attitude. Donc, c'est quand même Oui, biaisé, je trouve. Oui, de toute oui, façon, oui, oui, c'est biaisé de toute façon, mais je pense que c'est les trois, il faut avoir les trois avoir en tête en même temps. oui. En effet, au niveau de bodhicitta, par contre, c'est nécessairement irréaliste. Et même, on Mm. pourrait dire que bodhicitta, d'une certaine manière, est irréaliste. D'une certaine manière, si on dit, puissais-je à moi seul aider tous les êtres à échapper à la souffrance, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un seul Bouddha peut aider à libérer tous les êtres? Par exemple, il y a eu des milliards et des milliards de Bouddhas par le passé, et ils ne nous ont pas aidés à nous libérer. Donc, ça veut dire que leur objectif n'a pas été réalisé. Ça veut dire qu'on sera libéré en dépendance peut-être du Bouddha Shakyamuni ou d'un autre Bouddha à l'avenir. Pourquoi pas? Ouais, donc, ça veut dire que si on dit puissage à moi seul, être la cause du bonheur de tous les êtres, de faire en sorte que tous les êtres obtiennent l'éveil, même ça, c'est irréaliste. Bah oui. C'est ça qui est génial. C'est irréaliste, mais ça peut fonctionner parce que c'est collégial. Tous les Bouddhas aident tous les êtres de manière collégiale. Il n'y a jamais un seul Bouddha qui aide à libérer un seul être, etc. C'est toujours en dépendance, en fonction des connexions karmiques, etc. Donc même bodhicitta d'une certaine manière. Ouais. Et il y a aussi, ouais, il y a plein d'autres vœux irréalistes, ouais, qui sont irréalisables, qui sont mentionnés dans les textes, justement, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas l'intérêt, c'est est-ce que ça doit se réaliser ou pas, l'intérêt, c'est qu'est-ce que ça fait dans mon esprit. Ouais, exact, Comment... l'aspiration. Oui, Mhm. exactement. C'est ça le plus important. Mhm. Ouais. Mhm. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte, justement, c'est ce que dira Lama Tsongkhapa. Très bien. Et donc, en effet, dans le même registre, il existe trois sortes de générations de l'esprit d'éveil du Mahayana, analogue au passeur, au berger et au roi. Pour la première, on pense que soi-même et tous les êtres devraient atteindre l'éveil ensemble. Ouais. Pour la seconde, la personne pense à faire accéder tous les êtres à la bouddhéité en premier et elle-même en dernier. Et pour la troisième, on pense atteindre l'éveil en premier et tous les êtres ensuite. On pourrait être tenté de débattre à propos de ces générations de l'esprit et dire qu'en fait, elles ne surviennent pas ainsi en réalité. Mais Mhm. Jetson Kappa dit dans le Rosaire d'or, le Rinchen c'est quoi? C'est euh, ah oui, l'Ekshe Changwa normalement. C'est un commentaire sur l'Abhisamayalankara, donc des explications excellentes, qu'il n'est pas souhaitable de débattre de tels sujets parce que les bodhisattvas font de nombreux vœux impossibles à réaliser. Mhm. Ouais. Pour lui-même, afin de rendre sa pensée plus vaste, un bodhisattva fait de tels vœux, bien qu'il ne soit jamais le cas que tous atteignent l'éveil ensemble ou que tous les autres atteignent la bouddhéité d'abord et soi-même par la suite. Ouais, tout ça, c'est impossible. Ouais, comme on l'a dit, le passeur, si c'était le cas, bah, comme il y a eu des milliards de Bouddhas par le passé, on aurait dû atteindre l'éveil depuis bien, bien longtemps, si ça avait été possible. Ouais. Ok. Et donc, je suis tenté de penser qu'il existe de nombreux cas d'entraînement de l'esprit où l'on s'applique à des choses qui ne sauraient survenir en fait, mais qui accroissent par ce moyen la puissance de l'esprit. Tel est Mhm. le cas des absorptions méditatives sur le répulsif ou l'élément terre ou l'élément eau. Bien qu'elles puissent être des applications mentales sur l'irréel, je ne pense pas qu'elles soient des surimpositions ou des objets d'abandon. Au contraire, elles sont à cultiver. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion de dire, OK, on a les cognitions conceptuelles erronées, OK, donc là, toutes nos consciences conceptuelles sont de toute façon erronées, mais certaines, en plus de ça, sont fausses, ouais, comme l'ignorance fondamentale, etc. Ensuite, on a les cognitions non conceptuelles non erronées, les perceptions directes, même si elles ne réalisent pas nécessairement leurs objets, elles sont de toute façon non erronées. Et il y a des cognitions non conceptuelles erronées. Et parmi celles-ci, on ne parle pas que de celles-là, mais parmi celles-ci, il y a aussi des absorptions sur le répulsif, etc. Et donc, qui engendrent la claire apparence d'un non-existant. Et donc, la conclusion, c'est de dire, elles ne surimposent pas, ce ne sont pas des causes d'erreur, elles ne surimposent pas, elles sont en accord avec la réalité, puisqu'elles permettent de développer le renoncement de toute façon. Ouais. Mhm. Oui, Vali. Là-dedans rentre aussi la pratique d'un yidam, hein, Oui, yidam qui se prendre pour Chenrezi ou je sais pas quoi, pour moi c'est là-dedans aussi, non? C'est bien ça. on pourrait dire ça quand on est dans la phase de perfection avec le corps illusoire. Ouais, Oui, ça veut voilà. dire que
tant qu'on est dans la phase de génération, la première phase, on visualise de toute façon. Ouais, c'est même un petit peu la, la description de la phase de génération. C'est une phase qui est contrainte, ça veut dire qui est conceptuelle. Ouais, ça veut dire Mhm. qu'on visualise la déité, le mandala, etc. Mais dans la phase de perfection, à un moment donné, quand on obtient le corps illusoire, qu'il soit pur ou impur, hein, d'ailleurs, il y a la manifestation naturelle de mandala, de la déité, etc. La personne ne visualise plus. Et Mhm. donc, on pourrait se poser la question si la personne n'est pas encore éveillée, elle ne va pas tarder à l'être, si elle est au niveau du corps illusoire, elle ne va pas tarder à être éveillée, mais elle ne l'est pas encore. Donc là aussi, il y a la claire apparence d'un non-existant d'une certaine manière. Mhm. Ouais. Et donc, si on dit que le corps illusoire, c'est une cognition erronée et donc fausse, dans ce cas-là, ce serait totalement en Mhm. désaccord avec la réalité, parce que c'est en dépendance du corps illusoire que le Sambhogakaya va se manifester. Ouais. Mhm. Donc, c'est nécessairement un objet à pratiquer et non pas un objet d'abandon. Ouais. Voilà, Donc, c'est c'est le ça. même principe, en effet. Ouais. Ouais. Mhm. Et ben, c'est super. Donc, on a vu le plus difficile. Là, tout le reste, ça va être tranquille. Ça va être les divisions bipartites. Oh là là. Ah, ça va être vraiment du loukoum par rapport à tout ce qu'on a ingurgité. Ok, donc la division bipartite de l'Auric peut être opérée de plusieurs manières. Là, je crois qu'il en donne six, mais en tout cas, oui, on peut en donner plusieurs. Cognition valide et cognition non valide, c'est la première. Donc, c'est une division bipartite. Ensuite, cognition conceptuelle et non conceptuelle, c'est la deuxième. Ensuite, cognition erronée et non erronée, c'est la troisième. Ensuite, cognition mentale et sensorielle, c'est la quatrième. Ensuite, les cognitions qui s'engagent par exclusion et les cognitions qui s'engagent positivement, c'est la cinquième. Et ensuite, les consciences principales et les facteurs mentaux, c'est la sixième. Ouais, Mhm. donc en général, dans les textes, on retrouve ces divisions, en effet, ces divisions bipartites. Peut-être pas dans tous les textes, mais dans ceux qui sont les plus détaillés en général. Mais on pourrait bien sûr formuler d'autres cognitions bipartites, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait dire, par exemple, les cognitions fausses et les cognitions non fausses. Ouais. On pourrait même aussi dire, pourquoi pas, les cognitions subséquentes et les cognitions non subséquentes. Ouais, donc ça, les cognitions de Vali et les cognitions de Sabine. Oui, On peut inventer plein de divisions bipartites, mais celles-ci les sont les miennes et plus... les autres. Oui, exactement, les miennes et les autres. Et donc ici, en effet, ce sont les plus importantes. Et donc, c'est celles qui nous permettent de raffiner notre compréhension des divisions septuples. Ouais, Mhm. parce qu'on peut comparer les divisions bipartites et les divisions septuples. Très Donc, bien. Oui, et donc, ils fonctionnent forcément par... euh, ils sont forcément contradictoires, les deux. oui, C'est la définition, exactement. que ce soit contradictoire. Ouais, ok. Nécessairement. Nécessairement, oui, 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 ok. exactement. Parce que c'est comme une dichotomie. Ouais, une Voilà. dichotomie, les deux objets sont nécessairement contradictoires. Par exemple, chose et non-chose. Ouais, ou Mhm. table et non-table. Ouais, ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement soit l'un, soit l'autre. Et donc, Mhm. en effet, les deux doivent être contradictoires. Exactement. Ouais. C'est des contradictoires directs, on pourrait dire. Pour les Très débats bien. comme ça, on a pris de l'avance, comme ça. Qui pose la question? Oui, exactement. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça aide, grâce au débat, on arrive à bien comprendre ces trucs-là. Oui, oui, oui. Très bien. Donc l'objectif de ces divisions en 7, en 3 ou en 2 est une bonne compréhension de la présentation de l'esprit. Ouais, ça nous aide à mieux faire la part des choses. On peut alors reconnaître ces différentes sortes de cognitions, on devrait mieux mettre cognition plutôt que conscience, mais c'est pas grave, et comprendre comment elles s'engagent les unes par rapport aux autres, elles s'agencent, pardon, les unes par rapport aux autres. Ouais, comment est-ce qu'on peut les comparer? Là, par exemple, dans la division septuple, lesquelles sont nécessairement des cognitions valides, lesquelles n'en sont pas, ça c'est facile. Ben, c'est ce qu'on avait déjà fait. Ouais, exactement. Alors, on me pose la question, je ne sais plus. Ouais, les perceptions directes peuvent être valides. Ouais, les cognitions inférentielles peuvent l'être aussi dans ce manuel. Chez Yonzin Polbochak, elles le sont nécessairement. Et toutes les autres ne le sont pas. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, donc les cognitions valides et non valides. Donc ici, ils ont mis avéré et non avéré, mais en général, c'est valide qu'on emploie, c'est pas grave. Très bien. Donc les cognitions valides, la définition d'une cognition valide, vous la connaissez par cœur? C'est une cognition nouvelle, infaillible, qui ne, par son propre pouvoir, en fait.
Oui, exactement. Nouvelle, ça veut dire par son propre pouvoir. Ouais. Donc on peut dire une Ouais, que cognition. nouvelle, ça veut. Ah oui, non, mais alors. Nouvelle et infaillible. Oui. Ok. Nouvelle par son propre pouvoir, non erronée. Alors non erronée, ça veut Et dire non. qu'une cognition inférentielle ne serait pas une cognition valide, puisqu'elle est erronée. J'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi, j'ai pas Ouais, si écouté. on disait non erronée, si on Non disait non. infaillible. Oui, alors justement, elle doit être infaillible, ouais, une cognition valide. Elle doit réaliser son objet, Oui, ouais. infaillible. Ok, très bien. Oui, exactement. Donc, Hmm. nouvelle et infaillible, ouais. Donc, on avait vu une définition de Kedubje qui disait que nouvelle, ça voulait dire par son propre pouvoir. Ouais, c'est ce que la Tiribocce va redire de toute façon. Ouais. Ouais, donc la définition en général qui est employée, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Mhm. Ouais. Donc, ça, c'est la définition la plus usitée, on pourrait dire. Ok, donc la définition d'une cognition valide est un connaissant, donc une cognition nouvelle et infaillible. Bravo! Et donc, cette définition est choisie par les Sautrantika, oui, les Chittamatrins et les Swatantrika. Oui, tout à fait. OK. Donc, ils sont tous d'accord là-dessus. Le mot sanskrit pour cognition valide est pramana. Ouais, pramana. OK. Selon ces systèmes philosophiques, pra signifie premier et mana veut dire comprendre ou mesurer, littéralement en sanskrit, ça veut dire mesurer. Mhm. Ainsi, la signification de pramana est comprendre nouvellement ou initialement un objet. Ouais, ok, donc ça c'est parce qu'ils interprètent le préfixe comme en voulant dire nouvellement, comme dans premier d'ailleurs. Premier, la racine sanscrite, c'est pra aussi. Ça veut dire premier. Souvent, on ramène les langues occidentales au latin et au grec, mais il y a énormément de mots Mhm. français qui viennent du sanskrit aussi. Par exemple, sédentaire, ça vient de sat, ça veut dire exister ou rester en sanskrit, etc., Ah oui, etc. ok. Ouais, il y a plein de mots qui viennent du sanskrit. Mhm. Ok, très bien, très bien. Euh, mais selon le Prasangika, pra est compris comme signifiant principal, pradhana en sanskrit. Ouais, le premier, la- le préfixe pra pour les Sautrantika, les autres, ça veut dire prathama, ça veut dire premier, alors que pour le Prasangika, ce préfixe est compris comme voulant dire pradhana, ça veut dire principal. Ouais, Mhm. et mana, ça veut toujours dire comprendre. Donc, ce qui amène Ramana pour les Prasangika à signifier ce qui est infaillible, donc une cognition infaillible quant à son objet principal. Mhm. Ouais, ce serait la définition donnée de cognition valide par les Prasangika. Une cognition qui est infaillible au regard de son objet principal. Donc Et pourquoi on met ça, nouvelle alors? Puisque déjà il y a infaillible. Oui, pourquoi est-ce qu'on met nouvelle? Parce Parce que que. une cognition qui est infaillible, c'est-à-dire qu'elle réalise son objet. Hmm, Ouais. Et donc, est-ce qu'une cognition subséquente réalise son objet? euh, non, oui, elle réalise son objet, une séquence, oui. Oui. Et une subséquente, par définition, n'est plus nouvelle. Oui, mais pour les, tu as dit que pour les prasangika, moi je parle Oui, pour les prasangika, comme tu oui, dis que c'est infaillible quant à son objet principal. il n'y a Donc plus là, nouvelle. on n'aurait pas besoin de marquer nouvelle. Exactement. C'est ça que je dis. On ne doit plus mettre nouvelle pour les prasangika. Ah, voilà, Exactement. d'accord, c'est ça. D'accord. On doit l'enlever. Exactement. Tout à fait. Mhm. Magnifique. En effet, ce serait la définition. Ici, ils ont mis euh, ce qui est infaillible, mais en fait, il faudrait même mettre cognition qui est infaillible, ouais, pour pramana, ouais, parce que, comme on va le voir par la suite, les, les paroles du Bouddha et la personne du Bouddha, etc., sont des divisions terminologiques de pramana. Le vrai pramana, ça doit être une cognition. OK. Et donc, on devrait mettre en effet une cognition qui est infaillible quant à son objet principal. Et en effet, il n'y a pas nouvelle pour les prasangika. Parce que pour eux, la définition de pra, ça veut dire principal, ça ne veut plus dire premier. Ouais, Mhm. génial. C'est pourquoi pour les prasangika, une cognition subséquente est aussi une cognition valide. Mhm. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et donc, le terme nouveau, donc pratama en sanskrit, écarte les cognitions subséquentes de la catégorie des cognitions valides. Chez les Sautrantika, bien sûr, est explicitement énoncé afin de contraster cette assertion avec la position prasangika, pour laquelle les cognitions subséquentes sont des cognitions valides. Ouais. Donc c'est pourquoi, quand il reformule
les définitions d'une école à l'autre, c'est pour justement écarter les autres écoles. Ouais, chez les Sautrantika, on dit une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Cognition pour réfuter les Vaibhashika, qui dirait que par exemple, quand on a une Faculté. perception visuelle, la faculté est aussi une cognition pour eux, pour les Vaibhashika. Donc les Sautrantika et les autres écoles vont dire non, c'est pas une faculté, une cognition, ça doit être un événement cognitif. Donc c'est pourquoi on doit dire cognition euh, nouvelle et infaillible. Et donc les Sautrantika disent nouvelle, pourquoi? Pour réfuter le fait que les subséquentes soient des cognitions valides et infaillible pour réfuter le fait que les suppositions correctes, les inattentives, etc., seraient des cognitions valides. Donc à chaque fois, cette définition permet de contrecarrer certaines vues fausses. Ouais, Mm. ok. Et donc, les Chittamatrins, eux, vont dire que la définition, par exemple, normalement, dans ce texte-là, ils donnent la définition d'une perception directe pour les Chittamatrins. Ils disent que c'est une condition libre de conceptualisation, produite en dépendance de graines stables. Et donc, parce que pour eux, pour les Titamatrins, tout est produit en dépendance de graines qui germent, etc. Et donc, ils ne disent pas que c'est une condition libre de conceptualisation et non erronée, parce que pour les Titamatrins, les conditions sont erronées. Et pour les Prasangika aussi. Donc, c'est pourquoi ils ont tous leur définition spéciale. Ouais, ok. Très bien, très bien. Mais alors, comment ils peuvent discuter entre eux puisque chacun campe sur ses définitions? Oui, donc dans ce cas-là, on peut parfois faire débattre un texte avec un autre. On voit parfois dans certains textes où ils débattent avec un autre point de vue. Par exemple, Ariana Nagarjuna, il débat beaucoup avec les Vaibhashika et les Sautrantika. Et donc, c'est souvent le point de vue supérieur qui contredit le point de vue inférieur. C'est difficilement le contraire. Comment est-ce qu'un Vaibhashika pourrait prouver que la faculté qui est de la matière pourrait appréhender son objet? Ouais. Donc après, il pourrait trouver des contre-arguments. Il pourrait dire oui, mais euh, les plantes, par exemple, elles peuvent euh, comment dire, envisager leur environnement, elles peuvent prendre conscience des plantes qui sont à côté d'elles, etc., etc. Et pourtant, c'est de la matière. Donc les autres écoles diront non, non, les plantes ne sont pas associées à de la conscience, ce n'est que de la biologie, ce ne sont que des réactions biologiques. Et donc là, c'est pareil pour la faculté, ce n'est que biologique. Il y a juste un signal qui transite par cette faculté et qui est ensuite transmise à la conscience. Mais la faculté elle-même n'appréhende rien. Si la faculté elle-même pouvait appréhender, un cadavre pourrait ressentir des choses, savoir s'il y a de la lumière ou pas. On pourrait faire un électroencéphalogramme et on pourrait voir qu'en effet, il y a des changements, alors que pas du tout. Ouais. Donc, en général, ce sont les points de vue supérieurs qui mènent par le bout du nez les débats et qui, en effet, Et pour un arrivent à... cadavre, les facultés enfin, sont mortes, je veux dire, n'ont plus de capacité, en fait. Donc, elles ne Oui, peuvent pas appréhender déjà par le fait que elles sont, je vais dire, sont mortes, mais leur potentiel n'existe plus, en fait. Voilà. Même oui, s'il y a une conscience, parce que dans le cadavre, tu as quand même une conscience qui est là, enfin, au début. Tu as oui, toujours ton continuum de conscience qui demeure, mais ta faculté, son potentiel n'existe plus. Il oui, est, exactement. il est éteint, enfin, je veux dire. Donc, elle peut pas appréhender, un cadavre ne peut pas appréhender de ce Oui, fait. exactement. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une faculté qui appréhende et une faculté qui n'appréhende pas? Puisque dans sa physiologie, elle reste similaire. C'est toujours de la matière organisée, etc. Non, non, mais parce qu'il y a des connexions physiques, Mm. énergétiques, etc. Donc, effectivement, c'est de la matière. En gros, on peut dire que c'est de la matière. Oui, Je suis d'accord, mais oui, en effet. Il n'y a plus la connexion avec l'esprit. Et donc, c'est pourquoi elles ne peuvent plus fonctionner dans le sens où elles ne peuvent plus faire transiter l'information vers l'esprit. Puisque l'esprit grossier n'est plus là, on pourrait dire. Ouais. Très bien. Et donc, en effet, on pourrait dire, mais si c'est de la matière, si la matière seule peut appréhender les phénomènes, quelles seraient les conséquences? Ouais, une table serait un objet de compassion. ah non, il faut une conscience derrière. Exactement, il faut une conscience derrière. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de conscience, la matière toute seule ne peut Mais rien tu vois, faire. quand tu parles des plantes, Oui, c'est quand même curieux parce que les plantes, elles sont capables d'appréhender des agressions de différentes oui, choses, des insectes, etc. On dit qu'elles n'ont pas de conscience. Voilà, point d'interrogation. oui, Mais néanmoins, euh, il y a bien quelque chose qui les fait réagir. C'est pas simple
pour se mettre en mode survie, si tu veux. Donc il y a bien quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose d'autre? Oui, par exemple, dans l'ordinateur, s'il y a un virus qui vient agresser l'ordinateur peut le détecter grâce à son antivirus pour préserver son intégrité. Ouais, est-ce que l'ordinateur est conscient pour autant? Mais regarde tout ce qu'on est en train. Non, il n'est pas conscient, mais tout ce qu'on est en train de faire sur l'IA, sur. Euh, je sais pas. Oui. Enfin, Mais c'est vrai que l'IA, c'est une traduction un peu spéciale, parce qu'en anglais, euh, Artificial Intelligence, intelligence, ça veut dire quoi? C'est comme dans l'acronyme CIA, ouais, Central Intelligence Agency. Intelligence, ça veut dire information, en réalité en anglais. Ouais, donc en anglais, Artificial Intelligence, ça veut dire une information artificielle. Ça ne veut pas dire intelligence artificielle. Nous, on le traduit comme ça en français. Mais en fait, c'est un faux ami en anglais. Intelligence, ça ne veut pas dire intelligence, ça veut dire information. Ouais. Donc, en effet, ChatGPT, etc., c'est de l'information artificielle. Ça veut dire il y a des logiciels, des algorithmes, etc., qui font que le logiciel, enfin, moi, je ne suis pas un expert dans tout ça, mais d'après ce que j'ai compris, c'est juste, c'est de la mathématique, en fait, hein. oui, oui. Mais je sais pas. En tout cas, pour les plantes, Pour les plantes, en effet, il y a des réactions biologiques. Mais en effet, par exemple, si on va au soleil pendant toute une journée, la peau va réagir. Mais est-ce que la peau est consciente pour autant qu'il y a du soleil qui vient de la frapper pendant quelques heures? Il y a une réaction biologique. Ouais. Le fait qu'il y ait une réaction n'implique pas la conscience. Ouais. Il y a une réaction chimique entre nitro et glycérine. Il y a une réaction biologique, il y a des réactions physiques. Ouais, quand on fait tomber une balle par terre, elle va rebondir. Donc, il y a une réaction, mais est-ce que le fait qu'il y ait une réaction implique la conscience? et les animaux alors? Parce que les animaux aussi ont des réactions. Oui. Donc les animaux Et on se rend sont... compte de plus en plus qu'ils peuvent développer de l'empathie, qu'ils sont Oui, conscients de la souffrance, de la mort, de plein plein de choses. ouais. Donc, Les animaux font partie des êtres conscients pour le c'est des bouddhisme. êtres Ce sont des conscients. personnes. D'accord. Ouais. Là se pose quand Et même des pourtant, questions. pardon, un être conscient, je crois que c'était quelqu'un qui était capable de penser, de réfléchir. Enfin, oui, un animal aussi est capable de faire ça, oui, oui. Ouais. Mais à un Pour moi, niveau un être moindre. conscient, c'est un être qui possède la faculté d'expérimenter. Mm. Ouais. Et Est-ce oui, qu'il mais possède une l'arbre, conscience? l'arbre aussi, Alors, l'arbre, il réagit, mais est-ce qu'il a la faculté d'expérimenter? eh ben, il expérimente bien une agression. Et Alors, on est, enfin, je sais ouais, pas, je dis ça parce que j'ai lu pas mal de choses sur ça et enfin, il y a des gens qui parlent de ça. J'en suis pas forcément convaincue, mais n'empêche que c'est quand même très curieux et ça pose question, comme tu ouais. dirais. Il traite une information. Là, par exemple, les acacias en Afrique, et Ouais. qui sont agressés par les chèvres, etc., Il- ils vont non seulement produire des tanins, mais en plus produire des phéromones qui vont hum, se propager vers les autres acacias qui vont produire des tanins avant même que les chèvres viennent les agresser. tout à Donc fait. ça, c'est une réaction biologique, c'est juste l'évolution de Darwin. Qu'est-ce qui fait que ces acacias sont toujours, cette espèce est en train de survivre? C'est qu'elle a développé des mécanismes au fil de l'histoire qui, avec la Mm. sélection des plus forts, a engendré une espèce actuelle qui est capable de se protéger. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est consciente pour autant? C'est juste la théorie de l'évolution, en fait. Ce sont les plus forts, les plus Hum. résistants qui survivent et qui transmettent leurs gènes aux générations à venir. Et c'est ces générations à venir sont d'autant plus capables de résister aux agressions parce que leurs générations précédentes ont développé ces mécanismes. Mais, allez. Moi, ça me pose question aussi par rapport au règne animal, là, parce que on peut dire, bon, un cochon est inconscient, tout à fait. Après, quand on descend un peu, bah, est-ce qu'une limace, peut-être, elle est encore un peu consciente, mais la moule, et puis après, on commence à, voilà, je me commence à poser des questions avec les bactéries, les virus et tout ça. À quel moment ça commence que ça j'ai pas compris quoi. Et ça, ça me Oui, complète. Je c'est suis complètement dans difficile. le flou. Comment on peut juger à partir de quel niveau d'existence il y a la conscience quoi. Oui. Pour nous, c'est difficile parce que c'est un phénomène qui dépasse nos sens. Le Oui, oui, fait oui. que, par exemple, dans les textes, il parle bien sûr de l'omniscience du Bouddha, ou il parle de est-ce qu'il y a un fantôme devant moi ou pas, etc. Ça dépasse mes sens. Donc, si ça dépasse nos sens, dans ce cas-là, c'est très difficile. On ne peut pas le certifier par ne serait-ce qu'une
un raisonnement, euh, oui, pour l'omniscience du Bouddha, à la rigueur, on peut employer ici différents raisonnements, mais pour est-ce qu'il y a la présence d'un Bardoa, un fantôme devant moi ou pas, mes raisonnements n'arriveront pas à certifier ça. Il faut que je fasse confiance à une autorité valide, à quelqu'un qui, dont la cognition est capable de surpasser la mienne et de me dire, bah si, il y a un fantôme là ou il n'y en a pas, etc. Mhm. Donc là, pour les bactéries, c'est le même principe. Si nous, on n'a pas, comment dire, en l'état, on n'est pas clairvoyant, par exemple, si on n'est pas clairvoyant, si on ne sait pas tel ou tel individu est conscient ou pas, on ne peut faire que confiance qu'au Bouddha ou quelqu'un qui est clairvoyant ou omniscient, qui dit, bah si, Mhm. ça, ils sont, ça, c'est doué d'une conscience ou Oui, pas doué oui, d'une conscience. oui, Pour les arbres, c'est plus facile parce qu'il y a un sutra, le sutra de la Bhikshuni Dharmadina, dans lequel le Bouddha dit, il parle du principe vital et il dit, dans ce cas-là, c'est un être qui n'est pas conscient et il prend l'exemple d'un arbre. Il dit comme tel que les arbres. oui. Et donc, Mhm. c'est le Bouddha lui-même qui dit que les arbres ne sont pas conscients. Donc, dans ce cas-là, on fait confiance à l'autorité de quelqu'un dont la cognition surpasse la nôtre. Mais dans les textes, ils parlent des individus qui peuplent nos intestins. Ils disent qu'il y en a 84 000, mais on peut dire qu'il y en a plusieurs milliards. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ce sont des individus ou est-ce que ce sont simplement des réactions chimiques? C'est difficile à dire. Mhm. Il est Ben oui. possible que les virus soient des êtres conscients, pourquoi pas? Il y a le Voleben là qui a quand même écrit des livres. Et puis moi, enfin, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a écrit, mais bon, ça a quand même fait Qui ça? bien ses effets. Voleben, Voleben, c'est un forestier allemand qui a écrit des choses et c'est très répandu en France aussi. Et puis il dit que les arbres sont conscients et tout ça, quoi, en gros. Mais Oui, j'ai lu ce truc et ça m'a très peu convaincu parce que je trouvais qu'il y a des erreurs dans la démarche. oui. Bref, moi, Alors, personnellement, ça m'a pas du tout on peut dire inspiré. qu'ils ont des réactions, ils traitent l'information. Oui, Ouais, oui. comme un ordinateur traite Oui, tout l'information à quand fait, on le tout à fait. connecte à Ouais. l'imprimante, etc. Mais dire que les arbres auraient une conscience, si le Bouddha Mm. dit qu'ils n'ont pas de conscience et qu'en fait ils en ont une, ça veut dire que le Bouddha n'aurait pas développé la compassion à l'égard de tous les êtres. Et donc comment est-ce qu'il aurait pu obtenir l'éveil? Ouais, parce que s'il dit c'est mieux d'être végétarien, ouais, c'est mieux d'être végétarien, dans plein de sutras, il le dit, dans le Lankavatara Sutra, etc. Dans ce cas-là, quel serait l'intérêt d'être végétarien si les plantes ont une conscience? Mm. Ouais. Et donc, si le Bouddha n'avait pas pu développer la compassion à l'égard de tous les êtres, parce qu'il aurait pensé que les arbres ne sont pas des objets de compassion, comme les tables, hein, les tables ne sont pas des objets de compassion, mais sont des objets de respect. On peut respecter l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de la compassion pour l'environnement. C'est pas la même chose, ouais. Le Mm. respect et la compassion. C'est comme le respect et la foi, c'est deux choses différentes. On peut pas respecter les personnes ordonnées. C'est pas nécessaire qu'on ait de la foi vis-à-vis des personnes ordonnées. C'est deux choses différentes, là aussi. Mm. Ouais. Et donc, ce qu'avait dit Venerable Geshe Gensen à Nalanda. Mais en effet, si on dit que les arbres sont capables de traiter l'information, un ordinateur est capable de le faire, un téléphone aussi, etc. Donc, ça ne prouve rien. On pourrait dire pas d'implication. Il y en a un qui est vivant et pas l'autre quand même. Exactement. Ça, c'est le principe vital qui fait la différence. Ouais, dans les textes, justement, dans ce texte-là, dans ce texte de la Bhikshuni Dharmadina, c'est là où le Bouddha parle du principe vital. Il dit qu'en effet, quand le principe vital est détaché du corps, etc., dans ce cas-là, on n'a plus un être conscient. Donc, c'est pourquoi il parle des arbres en disant que ce ne sont pas des êtres conscients. Mais le principe vital, il est défini de différentes manières. Dans les textes, il y en a qui disent que c'est un composé non associé qui permet l'union d'une conscience avec un corps, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas pour le sans forme. Mais dans d'autres textes, ils disent que c'est euh, un déplacement d'énergie. Ouais, donc c'est pourquoi les arbres ont ce déplacement d'énergie. Donc dans ce cas-là, ce sont des choses conscientes, pardon, des choses vivantes. Ce ne sont pas Mm. des êtres conscients, ce sont des choses vivantes. Ce n'est pas la même chose. Il y a le vivant et le conscient. D'accord. Ouais, c'est ce que dira Venerable Geshe Damdul aussi. Il dit qu'il faut faire la distinction entre quelque chose qui est conscient et quelque chose qui est vivant. Ouais. Un arbre est vivant tant qu'il est vivant, hein, parce qu'il y a des arbres morts, etc. Mais quand un arbre est vivant, une plante est vivante, etc., mais ils ne sont pas conscients pour autant. C'est deux choses différentes. Mhm. Et on Et les pourrait dire, bactéries, peut-être aussi, et les sont. bactéries peut-être aussi, si ça se trouve, ouais. Si ça se trouve, il y a des bactéries végétales. Ouais, donc qui sont des plantes, et il y a peut-être des bactéries qui sont animales, et donc qui Mm. sont certainement conscientes. Peut-être qu'il y a différents types de bactéries aussi, de ce point de vue-là, c'est possible. Mhm.
Ouais, par exemple, la pénicilline, j'ai l'impression que c'est plutôt un champignon. Oui, Donc, c'est ça. dans ce cas-là, c'est peut-être plus non conscient. C'est peut-être vivant, mais pas conscient. Alors qu'un virus pourrait être un être conscient. Pourquoi pas? Mhm. C'est difficile à dire, ouais. Puisque le Bouddha, à l'époque, avait juste parlé d'êtres infinitésimaux. Donc, il n'avait pas nécessairement fait la distinction comme on les fait avec la science actuelle. Ouais. Mhm. Très bien. Génial. Et donc, on parlait de tout ça pour parler de la cognition. Ouais, pour dire que la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible chez les Authentica pour réfuter le fait que la matière puisse être consciente. Ouais. OK. Très bien, très bien. Et donc, ensuite, on est dans le deuxième paragraphe de la page 168. Le terme infaillible écarte les cognitions inattentives, les suppositions correctes, le doute et les cognitions fausses. Waouh, c'est génial. Parce que maintenant, vous connaissez ces divisions septuples. Et donc, vous Mhm. savez que si c'est une cognition infaillible, ce n'est nécessairement pas ces différents types de cognitions. Ouais. La cognition inattentive n'est pas infaillible. Vous êtes sûr? Elle est en accord avec la réalité, mais elle est faillible. Oui, elle est faillible parce qu'elle n'a pas la capacité d'engendrer une certification, une Voilà. certitude au regard de son objet. Ouais, très bien, mais elle est en accord avec la réalité parce qu'elle appréhende un impermanent, exactement. Très bien. Ensuite, les suppositions correctes. D'ailleurs, ce soir, pour les débats, c'est ça qu'on va voir. On va voir les dernières des divisions septuples. On va voir la supposition correcte, le doute et la cognition fausse. Comme ça, on aura terminé la division septuple aussi. Donc, la supposition correcte, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas infaillible? Pourquoi Ouais, non? elle ne réalise pas dans son objet non plus, en fait. C'est un coup de Oui, bol. exactement, c'est un coup de bol. Ouais, Mhm. comme quand on regarde sa montre à 4 heures et qu'elle est cassée à 4 heures. C'est un coup de bol, en effet. Donc, on ne réalise pas son objet. Ensuite, le doute Ça ne réalise pas non plus, hein. ne réalise pas non plus, exactement. Parce qu'on est Ouais. soit l'un, soit l'autre, donc Mm. Oui, tout à fait. On hésite. Donc, la cognition infaillible, elle n'hésite pas, exactement. Ouais. Et les cognitions fausses ne réalisent ouais, pas leurs objets. Ah, se trompe. Exactement. Elles se trompent complètement. Magnifique. Et donc, en effet, c'est ce terme-là, donc nouveau, on l'a vu, c'est pour écarter les subséquents. Infaillible, c'est pour écarter ces cognitions-là dans la division septuple. Et cognition écarte l'assertion. V bashika, on pourrait mettre un V minuscule, parce que dans ce cas-là, c'est adjectif. L'assertion V bashika, selon laquelle les facultés sensorielles sont des cognitions valides. Mais cela écarte aussi l'assertion de la personne, pardon, que la personne ou les sons des Védas soutenus par certains no-bouddhistes soient des cognitions valides. OK. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit qu'il y a une division terminologique en trois pramana. Mais c'est difficile de les appeler cognitions. Parce que si on dit qu'un son expressif peut être une cognition valide, qui l'accepterait? Qui accepterait que le son, qui est un déplacement de matière, etc., serait une cognition? mhm. Personne. Ouais. Mhm. Pour les non-prasangika, on peut dire à la rigueur que certaines personnes sont des cognitions. Ouais, parce que pour les Sautrantika, par exemple, quand ils veulent affirmer l'illustration de la personne, s'ils se posent la question, c'est quoi vraiment une personne? Ils vont trouver la conscience mentale, par exemple. Donc, dans ce cas-là, l'illustration de la personne est une cognition. Donc, ils sont d'accord, ils peuvent être d'accord là-dessus. Mais ce ne sera jamais une conscience sensorielle, alors qu'une conscience sensorielle est nécessairement une cognition. Ok. Ok. Donc, en général, quand on dit pramana, ça peut vouloir dire autorité valide. Mhm. Ouais, ça peut être traduit comme ça. Mais en général, nous, dans l'épistémologie, on traduit par cognition valide. Et donc, dans ce cas-là, si on dit cognition valide, du coup, on écarte les sons expressifs. Parce que on divise les autorités valides en trois: les personnes, les sons expressifs et les cognitions. Ouais. Et donc, c'est une division terminologique. Vous vous souvenez ce que ça veut dire? Une division terminologique? Non. Non. C'est Mhm. par exemple, on peut diviser terminologiquement les fleurs en fleurs artificielles et fleurs naturelles. Oui, c'est une subdivision, en fait. C'est une subdivision, mais c'est une façon de parler, parce que est-ce que les fleurs artificielles sont vraiment des fleurs? Ah non. Exactement. Ouais, donc une division terminologique, ça veut dire que c'est une façon de parler. On inclut certains éléments dans ces divisions, mais ils n'en font pas vraiment partie.
comme les fleurs artificielles sont une division terminologique des fleurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vraiment des fleurs. Il n'y a que les fleurs naturelles qui soient vraiment des fleurs. Mhm. Ouais. Et donc là, c'est pareil, si on fait une division terminologique entre ces trois, les cognitions valides ou les autorités valides, qui sont des personnes, des sons expressifs et des cognitions, en réalité, seules les cognitions sont vraiment des cognitions valides ou peuvent être des cognitions valides. Oui, mais ils sont regroupés ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques communes, non? Oui, parce qu'ils font autorité. Exactement. Autorité, ça veut dire avoir des points communs? Faire autorité, ça veut dire que c'est en accord avec la réalité. Ouais, par exemple, c'est ce qu'on peut voir dans la suite du texte, si vous voulez d'ailleurs. On va voir ça. Mais cela écarte aussi l'assertion que la personne qui fait partie des divisions terminologiques et les sons expressifs, des Védas en particulier, soutenus par certains non-bouddhistes, soit des cognitions valides. Il existe dans le bouddhisme une division nominale, ou une division terminologique, c'est pareil, tripartite du pramana en personne, tel que le Bouddha fait autorité pour les bouddhistes, les écritures, telles que l'enseignement des quatre nobles vérités, ça fait aussi autorité pour les bouddhistes, et en cognition, telles que les perceptions directes et les cognitions inférentielles. Ouais, ça, on le connaît mieux. Donc le terme cognition évite que les deux premières soient de véritables cognitions valides. Les personnes, les personnes et les sons, tels que les écritures, etc., ne sont pas des cognitions. Ah oui, parce que le son, en fait, c'est tout ce qui est dans l'enseignement. C'est équivalent de Oui, l'enseignement. exactement. Eh ben, je me dis, mais son et lumière, là, j'étais en train de parler. Non, non, ok, j'ai compris. C'est. Les sons expressifs qui font autorité, par exemple Ouais, 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 ok, pour les, l'enseignement, c'est ça, ouais, ok. voilà, exactement. Ok, oui, Par oui. exemple, pour les noms, et même, c'est même pas nécessairement des sons, parce que les Védas, ça peut être des écritures. Ouais, Oui, ça là, peut c'est être, un par moment, tu as dit exemple, écriture, ça fait tilt, là, quoi. ouais, dans ce cas-là, c'est pas vraiment des sons, les écritures. Ok. C'est des Oui, textes. oui, Ouais, oui, donc bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr. là où ça peut poser question. Quand on dit les sons expressifs, c'est plutôt l'enseignement verbal. Dans ce cas-là, oui. Ok, ouais. Ouais, exactement. Bien, bien que l'on puisse parler de personnes valides ou d'écritures valides, elles ne sont pas des cognitions valides. Ouais. Mais là, on pourrait débattre. On pourrait dire, ouais, mais les Suotrantika, eux, s'ils cherchent vraiment ce qu'est la personne, ils doivent trouver quelque chose. S'ils trouvent rien, c'est comme si la personne n'existait pas. Mais, Mhm. Ouais, donc tous les non-prasangikas, s'ils cherchent vraiment ce qu'est la personne, ils doivent trouver quelque chose parmi les agrégats. Et les Suotrantika vont dire, bah, c'est la conscience mentale. Et donc, dans ce cas-là, l'illustration de la personne, c'est bien une cognition. Donc, la personne peut très bien être une cognition valide dans le sens d'être un événement cognitif. donc, attends, excuse-moi. Donc, en fait, pour les Sotrantika, la personne et les sons sont une cognition valide parce que la personne est associée à son esprit pour eux. Oui. Et pour les sons expressifs, Alors, les c'est de Sotrantika la... ouais, vont dire que c'est une division terminologique. Ils vont dire que c'est pas vraiment, les personnes ne sont pas vraiment des cognitions valides. On les appelle comme ça, pramana, mais en réalité, seules les vraies cognitions sont des cognitions valides. Et les sons expressifs, tels que les quatre nobles vérités, sont valides, mais pas des cognitions valides. Oui, oui. Ouais. Le Et Bouddha malgré... est une autorité valide, mais n'est pas une cognition valide. Donc c'est Oui, pourquoi c'est une division nominale ou une division terminologique. Ouais, ça joue? mais ce que je veux dire, ils les ont mis dans cette valise, si tu veux. Enfin, moi, j'appelle ça... Oui. Parce que la personne, elle est valide. Elle n'est pas une cognition. Parce que la personne, pour eux, une personne, c'est son esprit. Donc, c'est ça? Alors en fait, ça c'est l'argument qu'on pourrait adresser aux Sautrantika. Mais là, eux, ce qu'ils disent, ils vont dire la personne du Bouddha, c'est une personne. Donc ce n'est pas une cognition, parce qu'une personne, c'est plus qu'une cognition. C'est Oui, aussi oui. un corps, enfin Mm. c'est désigné en dépendance de plein d'agrégats, pas uniquement de la conscience. Donc ils vont dire la personne, on l'appelle plutôt autorité valide plutôt que cognition valide. Ce serait une autre façon de traduire pramana. Ouais. Par exemple, dans l'hommage rendu par Acharya Dignaga au Bouddha, où il dit Tsem Argyo Dola Penjeba. Donc, je rends hommage au Sugata, à l'enseignant, le Sugata, le protecteur, qui est devenu une autorité valide. C'est comme ça qu'on devrait le traduire plutôt que devenu une cognition valide. Ouais, le Bouddha fait autorité parce qu'il est omniscient, il est considéré comme omniscient, et donc ce qu'il dit, il le dit sur la base de son expérience, et il ne peut pas mentir, etc., etc. Donc c'est pourquoi il fait autorité. Mais techniquement parlant, on ne peut pas vraiment l'appeler une cognition valide, c'est une personne valide.
Ouais. Et ces enseignements sur les quatre nobles vérités font aussi autorité. Ce sont des écritures valides, ou ce sont des enseignements valides, mais ce ne sont pas des cognitions valides. Ouais, ce qu'ils Oui, formulent, oui. etc. Mais après, le Mhm. contre-argument que moi je formulais, c'est de dire, si les Sotrantika disent que l'illustration de la personne peut être la conscience mentale, dans ce cas-là, ça peut être une cognition. La personne peut être une cognition valide. Mais ça, c'est juste un contre-argument que j'adresse aux Sotrantika, mais on pourrait le mettre de côté. En réalité, ce que dit la Rinpoche, c'est que c'est une division terminologique chez les bouddhistes de parler de trois types de pramana. En réalité, la dernière, c'est vraiment ça, le pramana. C'est la cognition valide, c'est un événement cognitif. Donc, la cognition valide qui se subdivise en trois, c'est quelque chose de général pour les bouddhistes, c'est pas pour les Sotrantika. Oui, exactement. C'est ça. Tout à fait. Oui, Parce tout à que fait. eux, il n'y a que la cognition qui peut être une cognition valide. Oui, et même pour les autres Oui. écoles bouddhistes, on va dire, quand on dit cognition valide, ça doit être un événement cognitif. Mhm. Ouais, mais c'est Mhm. vrai que pour beaucoup d'écoles bouddhistes, quand on cherche vraiment ce qu'est la personne, on doit trouver une cognition. Par exemple, certains Chittamatra vont dire c'est la cognition, la conscience base de tout, la Laya Vijnana. Et donc c'est une cognition. Et c'est une personne. Mhm. Mhm. Ouais, les autres antiquaires vont dire c'est la conscience mentale qui est vraiment, si on cherche vraiment parmi les agrégats ce qu'est la personne, ils vont dire bah tiens, c'est la conscience mentale. Et donc dans ce cas-là, c'est une cognition aussi. Ouais. Il n'y a que les prasangika qui vont dire non, non, il est impossible de trouver la personne dans ces agrégats. Donc la personne n'est jamais une cognition pour les prasangika. Oui, bah oui. Ouais. Et pour les autres, on pourrait adresser cet argument en disant oui, vous dites que c'est une division terminologique des pramana en trois, vous dites que la personne n'est pas vraiment une autorité, une cognition valide, mais si vous la cherchez vraiment dans ces agrégats, vous trouvez la cognition. Donc vous êtes obligé d'accepter que c'est quand même pas une division terminologique. Ok. Ouais, c'est juste des petits débats en plus, mais laissez tomber. Franchement, laissez tomber, c'est pas très important. Ce qui est important ici, c'est de voir que c'est une division terminologique pour toutes les écoles bouddhistes de parler de trois pramana, les sons expressifs, les personnes et les cognitions, et qu'en réalité, seules les cognitions sont vraiment des cognitions valides. Comme entre les fleurs artificielles et les fleurs naturelles, seules les fleurs naturelles sont vraiment des fleurs. Ok. Bravo. Et on verra la suite la fois prochaine. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous, pour le bien de tous les êtres, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. À bientôt. À bientôt.